Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club sur la seule émission de la bande FM qui parle du TFC. On salue aussi ceux qui nous écoutent en podcast. La composition de cette 349e émission dans les buts et gardiens des réseaux sociaux de la vidéo, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment ça va après un week-end ? Moi, un week-end. J'aime pas le foot froid. C'est très compliqué en ce moment, depuis une semaine. Toi, ta relation avec le foot, c'est vraiment... C'est la pire, c'est ce que j'ai dit à Nathan tout à l'heure quand je suis arrivé, c'est ma pire semaine footballistique depuis très longtemps. En termes d'émotion, de perso, de pro, c'est très compliqué. Et t'as perdu des thunes à Paris ou c'est bon ? J'ai perdu mes derniers 5 euros ce week-end. Il n'était pas sub pour pouvoir payer les paris de Camille, s'il vous plaît. En défense, ce soir, oui, tu vois, en défense, il va accompagner, il va co-animer avec moi. C'est notre ami président des Handis Toulouse, Nathan, comment il va ? Ça va, j'ai passé aussi une semaine dégueulasse. Voilà, donc j'étais un peu en roue libre au Danube dimanche après la magnifique prestation, mais écoute, on est là. Ça s'est pas vu. Au milieu de terrain, c'est notre ami Clément qui est en vacances, le vacancier cette semaine. Tout à fait. Bah écoutez, moi ça va en vacances et j'ai l'impression d'aller un petit peu mieux peut-être que vous autres autour de la table, donc je vais être la caution sympa, la caution bisounours de cette émission. Allez. En attaque, est-ce que tu as marqué hier ? Oui. Et bien notre buteur de l'émission, Auxence, comment il va ? Bonsoir à tous. Je vais rejoindre Clément avec la caution bisounours. Moi tout va bien, donc ça va, je suis pas proche du suicide, tout va bien. Et si c'était lui le 9 ? Peut-être si le TF veut un contrat, j'ai déjà le maillot, faut juste le flocage et on est bon. Pour coacher tout ça, la technique audio, c'est notre amie Nadia. Comment elle va, Nadia ? Coucou tout le monde, je vais bien, merci. Monte-toi un petit peu le micro, Nadia. On Tu es m'entend mieux ? tout petit Un peu peu faible, plus encore, ouais, un peu encore plus. Encore ? Et là ? Oui. Non. Ah, pardon. Comment ça va ? Ben, ça va très bien. En forme ? Ouais, ça va. On est que deux à pas aller bien. Ouais. On lance la Dark FDM ou pas ce Ouais, soir ? t'inquiète, ça va arriver. Coucou aux absents, Ben, Fred, Arthur, Mathilde, Elliot, Rémi, ainsi que Sacha et Mehdi. Au programme de cette émission, les résultats de l'Académie et des filles, on aura le coach Antoine Gérard qui va nous parler de la cruelle élimination de ce week-end. On fera un retour aussi sur AJA. TFC pour réagir avec nous, le hashtag Deuxième Toulouse sur notre compte XF Deuxième Foot, le Facebook Live de la feuille de match, celui de YouTube, celui de Twitch et celui aussi, on est sur aussi celui de Radio Xtania sur Facebook. Donc voilà pour la 349e émission. C'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Est-ce qu'on a des gens de connectés ? J'ai totalement oublié. Oui, tu es un goujat, Camille. Il y a du monde de connectés. On a Lucas sur Facebook, Olivier aussi. On a Romain qui nous remercie pour nos commentaires dimanche. On a l'ami Fredo qui n'est pas là et qui est sur Twitch. On a aussi Jeffaka, on a aussi Pichou, on a aussi Fumo. Et je t'ai fait la surprise parce que je n'étais pas sûr que ça fonctionne. On est aussi en live sur TikTok aujourd'hui. Waouh, voilà. Donc je sais pas du tout s'il y a des gens connectés. Coucou TikTok si vous nous regardez, je sais pas si ça fonctionne. Faites signe s'il y a des gens qui sont des danses ridicules ou des trucs comme ça du coup, c'est bon. Laisse ça aujourd'hui TFC être ridicule. Et on salue Sacha aussi qui vient de se connecter sur TikTok. Non, Sacha c'est toujours sur son truc qu'on appelle ça là. Allo Suicide Écoute là, voilà. Allez, on y va avec les news. La première news, mon cher Vincent, c'est des sélectionnés. Et oui, chez l'équipe de France U17, c'est des habitués maintenant. Thibaut Nègre et Elias Azizi, nos deux attaquants du centre de formation qui sont convoqués pour un rassemblement à Clairefontaine avec un double amical contre l'Italie les 18 et 20 février. Ce stage a pour but de préparer le deuxième tour des qualifications pour l'Euro U17 qui aura lieu en mars du côté de Dax. Donc si jamais il y en a qui veulent faire le déplacement, on enverra l'ami Mehdi, spécialiste gersolandais. Allez, on va enchaîner avec la news qui est tombée aujourd'hui. C'est le 3e maillot, le maillot Third, qui vient de sortir une collab avec Visionnaire, donc la marque de Big Flo. Et Oli qui reprend l'emblème de la ville, les violettes, le logo de 1979, aussi l'année où on est passé en violet avec le logo Nike de l'époque. Demain, il y aura 79 exemplaires dans la boutique qui seront sortis. Ce sera ensuite un réassort lors de TFC PSG puisqu'on le sortira officiellement pour ce match. Il sera porté par les joueurs. Petit tour de table rapide. Je m'adresse aux jeunes de l'équipe, aux plus jeunes de l'équipe. Auxence, qu'est-ce que tu penses de ce maillot ? Est-ce que ma réponse va vous surprendre ? C'est précommandé, non ? Non, quand même pas. Alors, je sais qu'il va encore y avoir le problème du clash des générations avec ce maillot-là. Moi, je dois reconnaître que j'aime bien. J'aime bien parce que j'aime le message qui est porté dans le sens où on rappelle toujours que Toulouse c'est la ville rose, mais on oublie aussi que c'est la cité des violettes. Et moi j'aime en tout cas tout le message, toute la com. Vous avez vu une super, merci, ça tombe bien, j'avais fait. Vous avez vu, tu l'as pas attrapé, tiens.
Merci. Vous avez vu toute la vidéo, je pense, de la com qui est vraiment très bien faite. Donc, j'approuve le message en tout cas. La réalisation, bon, ben là, c'est chacun son goût. Moi, personnellement, ça va. Mais j'aime le message qui est porté et je le préfère au premier visionnaire qui avait été fait, le fameux Vache Milka. Oui, c'est vrai. Clem. Moi, je vais pas forcément vous surprendre. Je vais me la jouer vieux con. Je le trouve extrêmement moche. Jamais de la vie je ne porterai un truc pareil, mais bon, si ça fait plaisir à des gens et qu'il y en a pour l'acheter, tant mieux. On s'y attendait pas. Mais voilà. Alors moi, ce que j'ai dit tout à l'heure hors antenne, en tant que maillot, je suis pas forcément fan. Par contre, en tant qu'objet promotionnel de la ville, je trouve ça cool d'avoir quelque chose qui te ramène à tous ces emblèmes-là. Donc franchement, pour limite, c'était un drapeau ou un t-shirt que tu mets au stade, bah, je pourrais même l'acheter, y aller avec, tu vois, c'est sympa, c'est comme un t-shirt Indians ou quoi, tu vois, il y a un message derrière, des valeurs derrière. Le porter en match, ça c'est au goût de chacun. Par contre, voilà, moi mon coup de cœur, c'est le maillot gardien de Rest. Je le trouve vraiment magnifique pour le coup. On va te demander de plus venir en balcon avec nous. Ok, bah écoute, Moi, quand je l'ai vu, j'ai eu un flash. Je me suis vu Port-Barcarès, plein mois d'août, sortir le maillot, faire des grillades. Et là, j'étais dans le thème. Mais sinon, après, ouais, effectivement, je suis assez d'accord. Ouais, au niveau maillot, ça, je sais pas, ça rend pas terrible. Mais c'est original. Ouais, c'est original. Voilà. Après, au moins, ça tente des choses. Voilà, c'est pas le pire qu'on ait fait en termes de third. Mais bon, écoute, c'est un coup de com, ça se tente. Ça fait faire un peu de marketing pour la fin de saison. Donc, pas choqué non plus, mais j'irai pas l'acheter. Voilà. Juste un petit truc pour dire que Nike, par contre, c'est cool qu'ils aient joué le jeu. C'est-à-dire qu'on nous promettait qu'on sera un petit club parmi la galaxie Nike et qu'on n'aurait que des maillots non personnalisés qui seront aseptisés comme les autres. Au final, ils ont même joué le jeu de mettre le logo de Nike qu'il y avait à l'époque et tout. Donc, c'est quand même cool à eux, pour le coup. Je ne suis pas le public visé, je le sais depuis le début. Pour Barcarès, t'es pas fan? Non, surtout pas, en plus pas Barcarès pour le coup. Il vient de comprendre. J'ai la ref, désolé. C'est très bien ce qu'ils font. Parce que, en fait, pour ceux qui ont écouté l'after hier, par exemple, il y a eu le Angers-Marseille où ils se sont fait envahir par les Marseillais, etc. Nous, on est en train d'essayer d'avoir une sorte de culture club. Dans le club, on a repris des symboles de la ville qui sont la violette, Big Flo, Oli, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce sont des Toulousains qui portent Toulouse partout en France. On est depuis l'ère Redbird, on est beaucoup sur ça, beaucoup sur le fait de créer une communauté, la fameuse communauté violette, d'essayer d'avoir un maximum de personnes. Ce maillot, il n'est pas forcément pour nous les anciens qui aimons les maillots de foot. Beaucoup de maillots deviennent un objet de mode. C'est un classique, c'est Venise qui a lancé un petit peu la mode il y a déjà quelques années. Ces troisième maillots sont faits un petit peu pour ça, pour avoir de l'originalité. Moi, je pense sincèrement que c'est pas un maillot de foot, c'est plus un objet de mode. Je ne suis pas le plus aiguisé, je le trouve pas forcément beau, mais porté sur les joueurs, je trouve que ça passe. Par contre, pour le coup, je le trouve pas. Voilà, le shooting le met bien en valeur. Voilà, ça passe. Mais c'est pas ma tasse de thé. Mais par contre, voilà, j'insiste. Je trouve que c'est bien parce que le club derrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent un coup marketing. Les maillots de foot maintenant, on n'achète plus un maillot de foot parce qu'on supporte notre club, on achète un maillot de foot parce qu'on le trouve beau. Et ça va peut-être séduire d'autres personnes qui sont hors Toulouse, hors France. Et pour le coup, ça s'appelle un coup marketing. Et je trouve que c'est bien réussi de leur part et que c'est bien et ça fait parler. Et voilà, et c'est bien pour le club. Mais j'insiste. Voilà, moi je trouve que c'est pas un maillot de foot. Pour moi, c'est un t-shirt de mode et pas plus. Mais c'est ce qui se passe de plus en plus dans le football et avec les maillots. Donc faut savoir faire avec son temps et voilà, c'est comme ça. Mais bon, je l'achèterai pas. Après, c'était possible de faire un maillot avec des fleurs qui est joli. Je vous renvoie vers le maillot de la Fiorentina d'il y a 2 ans, qui avait des fleurs dessus et qui était extrêmement stylé. Donc, après, c'est les trophée couleurs. Viola, le fameux. Le trophée Viola, c'est ça? Non, le maillot que je mettais avant d'acheter le maillot du TEF pour venir au stadium. Oui, et il a passé crème, franchement. On se rendait pas forcément compte. Après, vu le niveau du TF en ce moment, j'aurais plus mis des fleurs fanées, moi. Allez, on va enchaîner. On va enchaîner avec l'académie. Oui, la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. Allez. On va enchaîner avec l'académie avant qu'on appelle le coach Antoine Gérard des Féminines qui va nous parler du quart de finale de ce week-end. On commence avec la préformation. Les 14 qui battent l'Ardenne 4-0, les 15 qui battent Hoche 2-0, les 16 qui font 2-2 contre la même équipe. La N3, qu'est-ce qu'elle a fait, mon cher Nathan? Alors, N3 défaite 1-0 à Honnay-le-Château, malgré les présences de Métallier et Aradj. À noter le retour de Westbauer, blessé depuis un moment. Donc le TFC reste 3e, mais Bayonne file devant.
Les 19 donc s'impose 3-2 à Montpellier qui était leur dauphin. Zema ouvre le score, Montpellier égalise et passe devant juste avant la mi-temps. Vossa égalise dès la reprise et Zema offre la victoire en fin de match. Le TFC a 4 points d'avance sur le MHSC et l'OM. Les 17 comme performance chez la Lanterne Rouge, Castelnau-le-Cresse, donc défaite 2-1 avec un but encaissé à toute fin de match. Delarue est le buteur toulousain, donc les 17 qui restaient sur 4 victoires de rang, restent 6e au classement. On va enchaîner avec les filles avant qu'on reçoit le coach Antoine Gérard qui est par téléphone, qui va être par téléphone avec nous pour parler de ce match. On va remercier tout d'abord le Danu qui nous a permis de commenter ce match samedi parce qu'on a fait double commentaire. C'était une journée, c'était un dimanche au bar qu'on a fait avec l'équipe où on a commenté les filles ainsi que les gars dans la foulée. Et avant qu'on analyse tout ce match, j'aimerais au nom de toute l'équipe aussi féliciter tout le groupe, le staff, les dirigeants et les joueuses pour ce parcours en coupe parce qu'elles nous ont donné des émotions. Pour ceux qui étaient à Fleury par exemple, l'élimination dans le scénario il est terrible, mais on est vraiment très fiers d'elles et elles peuvent aussi être fières de leur parcours et on espère qu'elles vont rebondir directement ce week-end en championnat. Et pour parler de tout ça, pour analyser ce match, on va recevoir Antoine qui est avec nous. Comment ça va Antoine ? Ça irait mieux si on était en demi-finale. Oui, je comprends. je comprends. En tout cas, voilà, j'espère que tu as entendu le petit message. Mais bravo quand même pour le parcours parce que c'était quand même beau, surtout face à Fleury et tout ce qui s'est passé. Et même sur le scénario du match de dimanche, on y a cru jusqu'au bout. Donc, on est quand même très fiers aussi de ce qui s'est passé. Ma première question, elle est simple, Antoine. Comment tu analyses ce match et cette élimination dans les dernières minutes qui est assez cruelle ? Alors déjà, je vous remercie toutes et tous pour tout le suivi que vous avez fait, que ce soit sur le parcours en coupe ou le championnat, parce qu'encore une fois, la lumière qui est faite sur les filles, vous y êtes également pour beaucoup, donc un grand merci. Après, sur le match en tant que tel, ça a été un match, je pense, pas le plus agréable à regarder de nos matchs depuis le début de la saison. Je pense que c'était un match assez fermé avec peu d'occasions. Le style de jeu, je dirais, très différent des deux équipes a pas forcément permis d'avoir un match hyper ouvert. Et nous, on a été techniquement, je trouve, beaucoup moins performante que d'habitude. Ouais. Et ça nous a, je pense, empêché de nous créer plus d'occasions que ça. Sur le match. C'est ce qu'on a vu sur le commentaire, c'est l'analyse qu'on avait d'ailleurs pendant le direct, c'est qu'il y avait ça manquait de qualité technique pendant le match et que sur beaucoup de renvois ou même au milieu de terrain, il y a cette petite touche technique qui manquait pour être efficace. Donc c'est vrai que nous on pense ça quoi. La jeunesse du groupe, pour la majeure partie, elle découvrait un match à l'extérieur dans un grand stade, un quart de finale de Coupe de France. On faisait le comparatif avec les joueuses les plus expérimentées, en dehors de Tatiana qui avait joué une demi il y a 2 ans. Il n'y a aucune joueuse, je crois, qui avait joué un quart de Coupe de France dans sa carrière. Donc on leur a déjà dit que c'était rare dans une carrière et qu'elles avaient de la chance de pouvoir le jouer. Mais l'enjeu, le contexte, pour toutes ces jeunes filles qu'on certes vécu le stadium, mais à l'extérieur c'est quand même très différent. Moi je pense que il y a eu un petit peu de ça. Et puis j'espérais franchement que ça se libérerait au fur et à mesure des minutes. Et puis le fait qu'on ait le ballon, ça facilitait aussi. Ça reste mon regret, c'est que les filles n'aient pas réussi à se relâcher parce que en deuxième mi-temps contre Fleury, elles ont joué complètement relâchées. Et c'était magnifique à regarder par rapport à ce match-là, à ce quart de finale. Et justement, est-ce que tu as été surpris d'avoir autant le ballon parce que nous sur le commentaire on pensait que le Havre aurait peut-être un peu plus le ballon que ça et pourtant on a fait le jeu on a fait le jeu. On a eu le ballon, on a eu la possession sur les 90 minutes quoi. Ouais, aucune surprise de notre part. On avait analysé le Havre comme ça en D1 et elles avaient des résultats depuis le début de l'année comme ça. Je pense que quand on nous regarde jouer en seconde ligue et qu'on voit les équipes adverses qui globalement choisissent plutôt de jouer bas ou médian ou bas contre nous et que surtout sur les derniers matchs et notamment le dernier contre Saint-Malo ça a pu nous mettre en difficulté. Je pense que l'addition de se dire on est plus équilibré en D1 depuis quelques semaines et en plus Toulouse peut potentiellement être en difficulté sur ce genre de bloc, on reste comme ça quoi. Donc je m'attendais effectivement à ce que le Havre nous propose pas plus en termes de jeu et voilà, ça a été un jeu de transition assez verticale, etc. Mais
il y a différentes manières de jouer au foot, hein, et Bien différentes manières de gagner, même si les poètes diront que le jeu c'est mieux, etc. Mais voilà, on a perdu, et pourtant l'adversaire nous a pas proposé de jeu. Et voilà, il y a différentes manières de gagner au foot. Il y a eu une bascule cette première mi-temps où on a le ballon mais qu'on n'est pas forcément dangereuse, mais Le Havre non plus n'est pas dangereuse. Et cette deuxième mi-temps où on sent que Le Havre accélère un petit peu en deuxième mi-temps, marque, et après hop, plus rien. Nous on remarque et puis elle réaccélère un peu, et puis il y a ce 2-1 qui arrive. Mais surtout nous, ce qu'on a remarqué, c'est que de suite après l'ouverture du score, tu as réagi très vite avec un triple changement, je dirais 10 minutes après l'ouverture du score. C'était voulu ou c'était un plan qui était prévu ou pas forcément? Alors, on a construit l'équipe avec beaucoup de contraintes médicales ces derniers temps. Je vous l'avais dit la semaine dernière, on est sur une phase de 6 matchs d'affilée, donc c'est pas simple. Et globalement, on est contraint un peu de faire reposer certaines joueuses. Là, les 3 offensifs qui rentrent à l'heure de jeu sont des joueuses qui, globalement, pouvaient pas démarrer le match. Et pour autant, on espérait qu'elles puissent l'impacter en fin de match pour essayer d'aller nous faire chercher la victoire, quoi. Donc, elles rentrent. Elles nous ont apporté plus de profondeur, parce que ce sont des joueuses d'attaque de profondeur, des joueuses de déséquilibre, et ça nous a fait du bien. On avait beaucoup de joueuses de pied au coup d'envoi, mais c'est plus un choix par défaut sur le plan médical qu'un choix vraiment défini sur le plan sportif. On se refait un petit peu le scénario, mais voilà, il y a cette égalisation déjà sur coup franc où après les changements, donc on est un peu plus dangereux. Solané qui marque de la tête, d'ailleurs Mathilde sur le commentaire nous faisait remarquer que ça n'a pas dû lui arriver souvent. Et on a surtout cette presque bascule, j'ai envie de dire, avec cette occasion de Luna la Passouz, où nous on s'est dit elle va en faire des cauchemars toute la nuit, parce qu'à ce moment-là il y a 1-1. Sur le commentaire, on a l'impression qu'elle hésite à contrôler, ou que ça va un petit peu trop vite dans sa tête. On dirait qu'elle ne sait pas si elle veut contrôler ou frapper. Elle finit par frapper et elle dévisse un petit peu sa frappe. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit, Antoine, quand elle loupe ce but du break, quoi, tout simplement? Luna, elle est arrivée cette année chez nous, et l'année dernière à Cannes, c'était sa première année en Détroit de sa carrière. Donc on lui voit plein de potentiel à Luna, et je suis d'accord avec les gens qui constatent ça, mais on aimerait qu'elle soit tout de suite en capacité d'être décisive dans un moment où les émotions elles sont grosses. On rentre dans une surface de réparation avec la responsabilité d'abord d'égaliser, parce qu'elle a l'occasion avant qu'on égalise. Elle est hors jeu, mais elle l'est pas vraiment. En réalité, elle n'est pas hors jeu, mais elle met quand même le ballon à côté. Là, elle le met une deuxième fois. En fait, c'est une question un peu de précipitation, un peu de gestion des émotions. Et c'est ce que je lui ai dit à la fin du match. Je lui ai dit, aujourd'hui, il se passe ça. Le but, c'est que dans 2 ou 3 mois, quand tu re-rentres dans une surface de réparation et qu'il se passe la même chose, tu agis différemment pour être décisive. Et en fait, c'est le parcours de progression de ces jeunes joueuses. Luna, c'est encore une jeune joueuse. Bien sûr. Anaïs Priolet qui a fait un 8e de finale qui restera dans sa mémoire pendant toute sa vie, et qui là, sur la dernière action, a une petite hésitation. Anaïs, elle a 18 ans, elle est 3e gardienne au début de la saison. On lui demande tout de suite de jouer un rôle important, une grosse responsabilité tout de suite. Non, c'est pas son étape de progression, et c'est normal qu'elle fasse des erreurs. Le tout, c'est qu'elle fasse pas les mêmes match après match, c'est tout. C'est qu'elle avance et que ça lui permette de grandir. Mais forcément que ça nous frustre, parce qu'on aurait aimé tout de suite que ça puisse nous permettre de vivre des émotions fantastiques. Mais voilà, faut laisser du temps aussi. Bien sûr. C'est, comme tu le dis, c'est une étape aussi pour elles. Ça les fera progresser dans leur jeune carrière. C'est des étapes qui sont importantes, et les prochaines fois, elles seront décisives. On a une question un petit peu plus globale. Est-ce que ce match, il montre pas un peu les limites du projet de jeu mis en place par rapport à ce que vous voulez, malgré toutes les contraintes, comme tu nous l'as très bien expliqué, qu'il y avait? Alors, je sais pas si... alors, moi, du coup, je vais défendre un peu mon projet de jeu, mais je dirais que peut-être ça montre qu'il nous manque, pour se confronter à des équipes comme ça, il nous manque de la puissance. Je pense que c'est ce qu'on a constaté contre le Havre. C'est ce qu'on a constaté quand on rencontrait des équipes un peu plus athlétiques, soit contre Le Mans, soit contre Lens, ou encore même contre Saint-Malo la semaine dernière. Dès que c'est un peu plus athlétique, et en D1 ça l'est énormément, je pense que nous
voilà, on manque des fois de capacité de déséquilibre. Donc, il y a des joueuses qui ont de la puissance, il y a des joueuses qui ont des cannes, elles ont besoin de prendre confiance au fur et à mesure. Donc, il y en a certaines qui vont évoluer, qui, je suis sûr, seront capables de jouer ces matchs-là et de performer dans ces matchs-là plus tard. Mais ouais, je dirais qu'en fait, il nous manque de la puissance pour faire des différences, parce que je pense que ce qui se passe au début de l'action, avant les 30 mètres adverses, on est en capacité de générer des belles choses, mais pour gagner des matchs, il faut finir. Et il faut finir dans la surface, et voilà. Et c'est sans doute un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui, et ce sur quoi on continue de travailler avec les joueuses qu'on a dans l'effectif. C'est l'axe d'amélioration aussi et d'évolution du projet et du groupe, quoi. Exactement. On a vu aussi Mimi moi, pour être honnête avec toi, je l'ai vu sur Twitter, c'est Esprit Violette qui était présent au match, qui nous a dit qu'elle était sortie sur civière. Est-ce que tu peux nous donner de ces nouvelles à Mimi Biramian? Ouais, Mimi, elle est prise dans un duel aérien dans la surface à un moment, et elle prend les 2 points de la gardienne sur le crâne. Ah, mais oui, c'est la dernière action, ok. Ouais. Et en fait, elle finit allongée sur la pelouse juste après avoir... voilà, moi je lui tape dans la main, et derrière, j'ai le temps de taper la main de 2-3 joueurs, je me retourne et je la vois avec la kiné au sol. Donc je pense qu'elle a eu le contre-coup derrière, et peut-être... voilà, il y a eu le protocole commotion avec les secours à côté. Elle est restée au Havre avec Jérémy, l'entraîneur adjoint Jérémy Sylvestre. Ils sont restés au Havre une nuit de plus et ils sont rentrés le lendemain. Elle a fait des examens, et voilà, elle a été vue par le staff médical à son retour hier soir. Elle va passer la semaine au repos, et puis en fonction de son état de santé, on lui fera reprendre la pratique. Voilà, il y a rien d'alarmant en tant que tel, mais bon, elle a pris un gros choc. Ouais. Antoine, le foot c'est cruel. Beaucoup trop. Ah, c'est cruel. Franchement, nous, on a commenté ça au Danube, on y a cru, et franchement, je pensais qu'on irait au tir au but, et c'est prendre ce but comme ça, et la pauvre Anaïs, comme tu l'as bien souligné, voilà, c'est un petit moment d'hésitation, et ça fait but. En plus, le but, il est totalement casquette, ça lui retombe sur le pied de la José Avrès. Enfin, il y a rien qui va dans tout ça, et c'est vraiment cruel. Et c'était pas tout, et puis il y a une erreur manifeste d'arbitrage, puisque il n'y a pas corner. Oui, c'est vrai. Il n'est pas contré. Le ballon n'est pas contré par notre défenseur, et puis Anaïs, elle va chercher le ballon, il est déjà sorti. Donc on a montré les images à l'arbitre en fin de match, qui a concédé qu'effectivement elle était désolée, mais telle qu'elle revoyait les images, elle n'aurait pas dû siffler corner. Mais bon, c'est dur. Hein. C'est un peu dur, ouais. C'est un peu dur, mais c'est comme ça, c'est le foot. Va falloir. C'était quoi ton discours derrière dans le vestiaire, parce qu'il va falloir remobiliser de suite, parce qu'il y a le championnat aussi ce week-end, et c'est peut-être une chance aussi de repartir direct au combat, entre guillemets. Juste leur dire que ça fait 3 ou 4 matchs qu'elles montrent qu'en fait elles prennent un coup sur la tête, elles sont menées, elles reviennent à chaque fois. Et l'idée, c'est que contre Orléans dimanche, on montre que on a vécu une expérience, ça a été dur, on a encaissé un coup, mais on revient tout de suite, et on est en capacité de performer une semaine après. Donc c'est un peu le mot d'ordre, parce que les filles, elles ont envie de vivre des belles émotions, elles ont vécu quelque chose de fantastique avec cette Coupe de France, et là il reste plein de matchs à gagner, plein d'émotions à vivre. Dimanche, avec une victoire potentielle contre Orléans, on peut revenir à égalité avec Le Mans. Ouais. Et voilà, c'est un objectif après lequel il faut courir. Mais je pense que à voir leur tête aujourd'hui sur la reprise d'entraînement, elles ont bien digéré, et même le retour, je les sentais prêtes à affronter d'autres choses ensemble sur la suite de la saison. De toute manière, ce que ce groupe dégage, c'est du caractère et une force mentale vraiment forte. Enfin, nous, c'est ce qu'on ressent en tout cas quand on les voit jouer, pardon. Et voilà, j'insiste encore, hein, bravo pour le parcours, même si ça arrête prématurément, c'est en quart de finale quand même, même si ça arrête cruellement, j'ai envie de dire, mais nous ont fait vivre des émotions, et ça, c'est aussi ça le foot. Alors des fois c'est positif, des fois c'est négatif, hein. C'est ce sport qui veut ça, mais elles peuvent être quand même fières d'elles, et tu peux être aussi fier de toi, de ton staff, parce que vous avez fait un joli parcours, et on a envie de dire que c'est que partie remise. Ouais, le travail de tout le monde, il est à souligner vraiment, parce que voilà, on a réussi à faire ce parcours avec des joueuses en bonne forme physique, et grâce au staff médical, au préparateur physique, on a réussi à préparer les matchs comme il fallait contre des équipes qui pouvaient nous poser beaucoup de difficultés, et ça grâce au concours de tout le monde aussi. Donc le staff, il est à mettre en avant, et puis les joueuses, bien sûr, elles ont été
voilà, ils ont été au top. On aurait aimé faire mieux dimanche dernier. Ben, on essaiera de faire mieux dimanche prochain. Oui, Et puis chaque dimanche de continuer de procurer des émotions aux gens. Voilà, parce que je trouve il y a des gens qui se sont attachés à cette équipe et j'espère que ce qu'on montrera dans les 4 prochains mois, ça contribuera à poursuivre le truc. Et puis on fêtera la montée ensemble en fin d'année. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Merci beaucoup Antoine. Merci Antoine. Merci à vous. Passe une belle soirée et on se retrouve mardi prochain pour débriefer une potentielle victoire dont en tout cas on croit en vous pour aller chercher les 3 points en relais. Ça marche, merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt. Messieurs, on a entendu le coach, on a vu le match aussi. Bon, les discours sont cohérents, mais lui, il n'a pas vu une belle partie, juste pour les 2 dernières minutes. Moi, je trouve qu'en termes de commentaires, c'était plus agréable que le deuxième match qu'on a vu, par exemple. Si c'est ton premier match que tu regardes des filles, d'accord. Mais nous, on a vu quelques-uns au final, et effectivement, d'habitude, ça joue un peu mieux. Ça joue un peu mieux, mais encore une fois, il faut être 2 pour faire un match. Et surtout, très désagréablement surpris par le niveau du Havre. Ouais. Parce qu'en fait, tu as vu la première mi-temps d'appréhension des Toulousaines, de savoir où est-ce qu'elles mettaient les pieds, contre qui elles jouaient. Puis une fois qu'elles ont su contre qui elles jouaient, qu'elles ont maîtrisé le sujet, en fait, il n'y a pas photo. Les Toulousaines étaient largement au-dessus. Il assume le coach du Havre. Oui, pour le coup, oui, mais c'est pas normal en fait. Limite, l'équipe de D1 installée depuis des années en D1, t'es pas censé être l'équipe qui ne joue pas à la maison, quoi. J'ai pas beaucoup vu les féminines cette année, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match, malgré en fait il pouvait y avoir un petit peu de déchets techniques du côté des 2 équipes. J'ai bien aimé parce que ça a quand même joué avec le cœur. Ça s'est provoqué des situations, des occasions. Ça aurait pu faire l'exploit à la fin de passer devant. Donc elles n'ont pas à rougir en fait de la prestation. Et je pense que ça va me motiver aussi à suivre d'autres rencontres en D2. Et même si c'est dommage cette finalité, mais beaucoup de surprises d'avoir découvert ce jeu-là de la part des filles. Parmi tout ce qui a été dit, moi, il y a quand même un petit détail que j'aimerais bien souligner, c'est le fair-play de l'arbitre qui a su reconnaître son erreur. Qui a pu discuter avec. Après, ils l'ont menacé à 15 ans de vestiaire. Oui, voilà. Je rigole. C'est que voilà, ça prouve que c'est possible de discuter tranquillement avec un staff, c'est possible de reconnaître ses erreurs sans pour autant se faire caillasser ou se faire planter. Couture pain. Voilà. C'était une erreur sur quoi? Sur le corner, comme nous a dit le coach, qu'il n'y avait pas corner, qu'elle a reconnu une erreur, qu'il n'y avait pas corner. Et sur le but. Si on pouvait voir ça un peu plus souvent en Ligue 1, ce serait pas mal. Clem, ton petit mot pour finir, je vais rien inventer, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit autour de la table, mais vraiment moi je pense qu'elles n'ont pas vraiment de regrets à avoir. Elles ont fait leur match, elles ont été à la hauteur de l'enjeu, même si en effet le coach les a peut-être vu être meilleurs contre d'autres adversaires, notamment Fleury, mais dans les faits c'était un match agréable à suivre, et même si elles sortent l'aventure s'arrête maintenant, elles ont quand même vécu quelque chose de fort, je pense, dont elles se rappelleront dans leur carrière et qui les a aidés à progresser, j'espère. Des petits tops, des petits flops ou pas sur le match? Bon, top Solané. Oui, forcément. Petit flop, on en parlait pendant le match sur Jacob, que j'ai trouvé qui avait un petit peu plus de mal à se mettre dedans, avec beaucoup de ballons perdus. Beaucoup de déchets, ouais. La défense globalement a été bonne aussi, je trouve. Moi j'ai beaucoup aimé aussi Pauline Pardon, qui va toujours hyperactive, toujours aller au. C'est la Soiseau féminin. C'est ça. Elle qui prend les gros tacles. C'est 2 matchs que je vois 2 fois qu'elle se fait cibler. Et la pauvre petite Anaïs, mais bon après, comme il l'a dit aussi, ça se joue sur un détail. Mais... Parce que du coup, on n'a pas bien vu avec la qualité des ralentis. On l'a revu sur Insta, sur du Havre féminin, c'est une cata. Genre, elle loupe un peu sa sortie, ça tombe sur le pied de la Havraise. Et qui regarde pas vraiment le ballon en plus. Qui a son pied là, genre, elle sait pas pourquoi. C'est pas un contre son camp. Non, c'est pas de chance. Non, c'est vraiment il est vraiment cruel. Enfin, c'est vraiment. Mais bon. On tourne de tous les dangers. Horrible personne. On va enchaîner avec la R1 et les 19 pour être complet sur les féminines. Ouais, lourde défaite 6-0 de la réserve à Jacou Clapier. Seulement 10 joueurs sur la feuille de match, vu qu'il y avait match de Coupe de France et match en même temps des U19. Elles se font doubler par la SPTT Montpellier, qui a 1 point d'avance. Et leurs adversaires du jour, elles recollent 1 point, mais elles ont un match en retard chacune de première. Les U19 prennent un bon point contre les Girondins de Bordeaux sur l'annexe Bristaton. 2-2 dans ce duel de leader. Lilou Jurado ouvre le score et Yashila donne 2 buts d'avance, mais les Bordelaises marquent 2 fois coup sur coup. À 15 minutes de la fin, les 2 équipes restent en tête et elles ont surtout 6 points de marge sur la zone rouge, donc c'est tranquille. Journal des prêtés pour enchaîner avec l'émission. 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulit.
Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, on va passer donc au journal des prêtés, vous l'avez dit, petit tour chez les Faisans, comme d'habitude, vous le savez, chaque semaine. Alors là, vous vous dites, il était en vacances, il a eu le temps de faire des jingles, que nenni, il a rien fait toute la journée, donc il n'a pas de jingle aujourd'hui. C'est des vraies vacances du coup. Exactement, j'ai mis un point d'honneur à ne pas faire de jingle, c'est un geste politique. On peut les faire si tu veux. On va commencer avec notre ami Ibrahim Sissoko, qui n'était pas dans le groupe lors de la défaite 2-1 de son nouveau club Sheffield Wednesday contre West Bromwich Albion. On peut supposer que c'est parce qu'il vient d'arriver, je pense pas que ce soit une décision sportive entre guillemets. Peut-être parce qu'il est nul. Pardon. Bah, ça ce sera le prochain. Excusez-moi. Pour le prochain match, quand il sera pas au groupe, le prochain match, on pourra dire ça. Son club est 11e à 3 points de Blackburn et des playoffs, une fin de saison donc un peu plus sympa que s'il était resté à Plymouth. Qui a éliminé Liverpool. Qui a éliminé Liverpool. En FA Cup. Ouais. Coucou Elliot. Peut-être que la puissance d'Ibrahim Sissoko les accompagnait encore à ce moment-là, peut-être. C'est sûr. On va passer maintenant à César Gelabert et Alex Dominguez. Donc on l'attendait tous, on l'avait teasé évidemment la semaine dernière. Ce week-end, c'était le Faisantico entre Riron, le club de Gelabert, et Eibar, le club d'Alex Dominguez. Comment il faisait en espagnol? J'ai pas regardé. C'est pas un oiseau qui me parle. Fessan. Horrible. J'ai failli la faire, je me suis dit, c'est trop limite. Ouais. Non, mais ça va, ça se fait. Je vais chercher ça, bougez pas. Et voilà, donc on attendait un match remplaçant sommet, les deux ou pas la presse avait parlé de choc des faisans notamment. Oh putain, c'est un Faïsan, c'était pas si loin que ça. Putain, j'ai failli le tenter purement racistement, mais je l'ai pas fait. Il faut tenter des fois. Et malheureusement, comme on aurait pu s'y attendre, c'était un match tout pourri avec un vieux 0-0 à la clé, évidemment. César Gelabert s'est signalé par une performance d'une neutralité à faire pâlir d'envie la Suisse, et Dominguez l'est innocent puisque comme d'habitude il est resté sur le banc. Pire shot de carrière, sincèrement, le pauvre. C'est compliqué, ouais. Alors qu'il aurait pu jouer ce week-end. Ouais, je comprends pas. Je pensais qu'il allait faire 2-3 matchs sur le banc en arrivant, histoire de prendre la température et qu'il s'imposerait, mais de ce que j'ai compris, il aurait enfin j'ai lu ça sur les différents réseaux, mais il aurait eu la même promesse qu'il avait en arrivant au TF, quoi. Possibilité de concurrencer le gardien actuel plus logiquement une place titulaire l'année prochaine. putain, le pauvre, Donc il est en train le de... grand point. Ouais, franchement, ouais. Dur. C'est dur. Du coup, c'est plus pigeon que faisant, si je peux me permettre. Dans une question de DA, je vais garder faisant quand même. On passe maintenant à notre dernier membre de la brigade, Saïd Amoulic, évidemment le plus grand, le plus illustre. La semaine dernière, je posais la question alors peut-être, et j'ai eu ma réponse. Malheureusement, c'est bah non, t'es con quoi. Donc voilà, malgré le départ de son seul concurrent à la pointe de l'attaque du Wisdom Lodz et une place de titulaire retrouvée pour la première fois depuis que les chars nazis ont quitté la Pologne. C'est son livre de poche de dimanche, c'est pour ça. Malheureusement, voilà, il n'a rien pu faire lors du match nul, un partout de Lodz contre Cracovie. Saïd Legrand n'a pas marqué et a été remplacé à la 84e avec une note, cela dit, pas dégueu de 7.2. Donc visiblement, il n'a pas été horrible. Encore un peu de patience donc avant que le Faisan ne reprenne définitivement son envol un jour peut-être. Retour à JA TFC. Je ne suis pas en danger, Skyler. Non. C'est la semaine de tous les dangers. Arrêtez, c'est beau danger. Il reste 13 journées, Guingamp, on va les torcher mercredi. C'est moi le danger. Le pif. Je vais marcher un peu. Le retour du coup sur ce match entre la Auxerre et le TFC à la Baie des Champs et aussi au Danus. Pour saluer une seconde fois tout le Danus qui était là, une bonne partie de l'équipe, même Auxence, c'est dire. Très rapidement, écoute, voilà, comme Magritte, très rapidement. La composition: Hogg, Mackenzie, Cresswell, Messa, Lido, Num, Caceres, Canvo, Soiseau, Abouk, Albabika et King. Magritte qui est très rapidement rentré en jeu. Siro, Edjouma et Kamanzi qui sont rentrés en cours de match. Bravo à moi-même, Sacha et Elliot qui ont vu le match nul. Personne n'a trouvé le 2-2 évidemment. Qui aurait cru qu'il y aurait eu plus de 1 but sur un match pareil? Pas grand monde. Surtout à la mi-temps. Messieurs, vos points sur ce match pendant que Camille continue sa randonnée? Moi, j'aimerais appuyer sur la résilience malgré les blessures, le contenu passif et le manque d'allant offensif qu'on a pointé depuis plusieurs semaines déjà. Et une question que j'aimerais mettre en avant: la saison du TEF est-elle déjà terminée? Clément. Alors moi je rejoins Auxence sur les absents, trop d'absents tout simplement pour performer. Là on a Nicolas Essens, Rossi, Berest et maintenant King qui n'étaient pas là à des degrés divers pour ce match, donc ça fait trop je pense.
Et sur le match en soi, donc match j'ai trouvé pas facile à débriefer. Le contenu était assez inquiétant, mais le scénario entre guillemets rassurant. Je le dis, j'ai fait des petits lapins avec les doigts. C'est très radiophonique, j'aime bien. Tout à fait. C'est pour ça que je l'ai expliqué. Tout le monde à l'image. Ça m'a donné une idée de chant, peut-être TFC Oxymore pour le prochain match. Et le point que Camille, je pense, va répéter également, c'est que quand on n'est pas capable de gagner, il faut arriver à pas perdre. Et c'est la seule chose à retenir ce week-end. Moi, je vais être un peu plus cru. Donc, voilà, encore un match où on s'emmerde. Bon, mon premier point. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup développé. Bon, je développerai un peu plus après. Quoique, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à développer. Match dynamique de fin de saison entre le 10e et le 11e. J'ai quand même du positif. On arrive à pas perdre malgré les absences et le scénario du match. Et j'ai un questionnement. Donc à la fin, je me demande si le manque de créativité, elle n'est pas due à la faiblesse technique de l'équipe alignée, ou est-ce que c'est des consignes du coach, tout simplement. Vincent. Encore un match paradoxal où on n'a pas forcément d'occasion, mais on ne se sent pas forcément non plus inférieur à l'adversaire. Toujours une équipe à réaction qui manque de créativité, mais qui a du courage et de l'orgueil. Je retiens un petit peu positif. Bravo pour la résilience malgré les blessures, mon cher Auxence. C'est vrai qu'un match qui partait pas très très bien, déjà sur le point de vue, on va dire, de l'effectif, et après durant le scénario du match, et pourtant. C'est ça, c'est qu'on avait déjà beaucoup d'absents d'entrée. Vous avez fait la liste, Nicolas Hyssen, Siro, Sidibé, Rest qui était grippé. On perd rapidement King aussi parce qu'on a 2 blessures. On a aussi Mackenzie, on n'en a pas trop parlé, mais qui se blesse entre-temps, qui va passer des examens. On ne connaît pas encore sa durée d'absence. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, c'est pas du tout une bonne nouvelle. On est aussi 2 fois mené au score, et pourtant, on arrive à arracher un bon point au vu du scénario. J'avoue que moi, après le but de Ahmed Traoré, je pensais que c'était cuit complet. Et bien non, finalement, on a Noël Djouma qui est sorti de sa boîte pour sauver la mise. Donc, écoutez, tant mieux. Comme tu l'as dit, il fallait pas perdre. C'est fait. On arrive à se sortir un petit point de match comme ça. Il y a aussi une petite stat sympa de Dazen que j'ai relevée. Pour une fois que Dazen fait un truc bien, on va le préciser. 24% des buts du TEF ont été inscrits dans les 15 dernières minutes. Oh, donc on est une équipe qui finit plutôt que de prendre des buts. Le Carlito Time. Ah putain, ça a changé. Quand même, c'est beaucoup. C'est énorme. Après, on n'a pas marqué beaucoup non plus. Mais... Quand on a marqué que 5, ça fait jamais que 1,5. Mais... messieurs, match où on s'est emmerdé, mon cher Nathan. Bon, après, ça, c'est un petit peu logique, j'ai envie de te dire. La première mi-temps, 0,007 d'XG, et sur le match en entier, c'est 0,69 et 0,83. Alors je tiens à nuancer quand même, parce que ça peut paraître alarmiste, on peut dire ça y est, pas content, ils sont 9e ou 10e de Ligue 1, donc il y a plus grave. Mais moi je suis quand même dans l'émotion. Moi j'aime vibrer. J'aime quand je me lève un dimanche, quand j'essaie de me lever un dimanche pour venir voir un match au Danube, même si on a avec les copains et que c'est très bien, ou quand je vais au stade, j'attends de voir autre chose. J'attends que cette équipe me transporte. Je ne demande pas qu'on finisse 3e ou 4e, je veux juste vibrer un petit peu. Et là, en fait, j'ai l'impression d'être sevré de football depuis pas mal de temps. Alors après, je sais très bien qu'on a l'effectif qu'on a. Je sais qu'on a des blessés. Je sais que Carles il fait les moyens qu'il a sous la main. Mais voilà, moi j'ai eu l'impression par rapport, notamment, je vais parler. Bon, la deuxième mi-temps était un peu mieux au niveau du contenu. Au niveau de la première mi-temps, j'ai vu, ça a été pour moi le signe de 2 équipes qui étaient en fin de saison, quoi. 2 équipes 33 à 34e journée. Ouais, je me suis fait le plaisir de regarder juste pour me rafraîchir un peu la mémoire le résumé du match. La seule occasion de la première mi-temps, c'est le hors-jeu d'Abouklal sur le ciseau qu'il fait. Donc non, c'est pour vous dire un petit peu le niveau. Alors après, certes, on a fait le match qu'on a fait, mais parce qu'en face, on sert aussi, en jouant à la maison, on a fait un match kata. Dans cette première, je te parle au niveau offensif, je vois Auxence faire un peu la moue. La première mi-temps, la première mi-temps, elle est dégueulasse. La première mi-temps d'Auxerre et Toulousain, elle est dégueulasse. Qui est censé à la maison. On a Dorville, c'était dégueulasse. À la maison, t'es censé montrer notre visage. Après, nous, on a une équipe un peu caméléon, quoi. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à l'adversaire, et forcément, un adversaire qui joue pas, on va pas aller le chercher pour essayer de le faire déjouer. Donc voilà, c'était
par rapport à ça, où j'ai eu l'impression de voir deux équipes qui attendaient tranquillement la fin de saison. Et pourtant, c'est rassurant parce qu'on va chercher le match nul, mon cher Clément. Parce que vu la physionomie du match, c'est un bon point qu'on prend au cerf. Quand on regarde la physionomie du match. C'est un excellent point même. Oxens, tu l'as dit. C'est vrai qu'au moment où Auxerre met le deuxième but, on n'était pas nombreux, je pense, au Danu à nous voir éventuellement revenir. C'est une qualité qu'on a eu beaucoup l'an dernier également, de ne pas lâcher, de revenir au score. C'est bien aussi parce que les joueurs devaient quand même de réagir après l'élimination contre Guingamp. Donc c'est pas forcément la manière dont on attendait qu'ils réagissent, mais il y a eu une réaction. Et au non-match de Guingamp et aux événements contraires qui se sont passés dans ce match-là. On prend un but un peu bête sur corner où le marquage n'est pas assuré. On arrive d'ailleurs à marquer aussi nous sur corner, ce qui n'est pas arrivé pareil depuis assez longtemps si tu enlèves le but en Coupe de France contre Laval. On a été dangereux même plusieurs fois sur corner, ce qui pareil, ça arrive pas non plus tous les 4 matins avec notre TFC bien aimé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose au niveau du jeu à retenir de ce match-là. On l'a dit, on est prévisible. On a toujours les mêmes. Là particulièrement, ça s'est beaucoup vu à l'extérieur. Là, toujours les mêmes schémas de passe. On fait toujours le même truc pour relancer. On passe à King qui met sur le côté. Tu l'as vu une fois, tu l'as vu pendant tout le match. Et tous les matchs. Et tous les matchs. Est-ce que c'est une question de joueurs qui sont limités ou est-ce que c'est que les consignes de Carles sont trop rigides, le système est trop rigide? On peut se poser la question. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est cette deuxième option-là, c'est qu'on a des chemins préférentiels et qu'on n'en sort pas hors miracle, entre guillemets, et qu'il faut se tenir à ça le plus longtemps possible. Et après, peut-être tenter des choses quand il y a du coaching, etc. Là, ça s'est vu un petit peu. Je pense qu'on a quand même joué de manière globalement la même, plus verticale. Parce que ça bouge un petit peu. Donc voilà, mais en effet, il faut retenir cette capacité de réaction et on n'a pas lâché. Est-ce que c'est pas un manque de créativité, comme le souligne notre cher Vincent, tout simplement, dans ce 11 Il y a manque de talent même. Oui, manque de créativité, manque de talent, surtout l'équipe qu'on a, l'équipe qui nous reste. Sincèrement, est-ce qu'on a 11 joueurs valides? Non, mais dans le sens, on commence avec King qui est blessé, on a appris qu'Abouklal était fiévreux pendant tout le match aussi. Enfin, on a du mal à avoir 11 joueurs. Enfin, tu regardes l'équipe type, enfin l'équipe alignée, qui était titulaire en début de saison. Même je parle vraiment des 5 premières journées. T'as Mackenzie, Cresswell, Donum Caceres, Soiseau. Et Soiseau, je peux même pas sur t'as raison. T'en as 5 voire 6. C'est compliqué de faire mieux. Après, on ne demande pas tant. En fait, tu vois, un Caceres qui casse une ligne ou deux, d'avoir un petit peu de talent de projection offensive. Quand t'as pas ton équipe type, que t'es pas forcément confiance, c'est quand même encore plus difficile de sortir du schéma. C'est quand même ta zone de confort. Donc, t'as peut-être peur encore plus de faire la connerie, de prendre le risque qui peut soit être un coup de génie, soit une connerie de coûter un but. Donc, je comprends aussi cette frilosité. Et pour le coup, c'est là où je suis content de aussi qu'on peut se réjouir de cette équipe par action. Voilà, je fais les petits lapins, effectivement. Cette équipe par action qui, à chaque fois qu'on a pris le but, on est sorti un petit peu, il y a eu ce dépassement de fonction en Italie. L'exemple de l'égalisation d'Edjouma, il y a 4 joueurs sur la ligne offensive. Oui. Donc forcément, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et pour la première fois du match, on arrive à prendre la profondeur. Oui, voilà. Donc ça veut dire que tu te sors un peu les doigts parce que tu n'as plus le choix en fait. Dos au mur, voilà. Et c'est pas la première fois que ça arrive, justement, sur ces fins de match où en étant dos au mur, qu'on commence à jouer, qu'on commence à tenter des choses. Moi, c'est un peu ce que je reproche, c'est qu'on sent en fait qu'il y a du potentiel. Hein, sinon, je râlerais pas. Si on avait une équipe de pieds carrés, forcément, de 2 à Auxerre, je m'en satisfais totalement. Mais on sent qu'il y a quelque chose à faire avec cet effectif-là. Et on l'a vu en fin de match où, en premier temps, on a joué que latéral. On a fait que des passes, on n'a jamais été chercher la profondeur. Et comme par hasard, sur la fin de match, sur les 20 dernières minutes, on a gagné quelques corners comme ça aussi, du côté de Mabika où ça passait beaucoup à droite. Donc voilà, moi c'est mon questionnement aussi, comme tu l'as rappelé Clément. Je me disais, est-ce que c'est des consignes ou est-ce que c'est vraiment lié à l'effectif, quoi? Pour moi, c'est quand même plus lié à l'effectif, dans le sens où il y a des équipes qui peuvent se permettre de perdre 4, 5 titulaires et de les remplacer sans avoir une perte qualitative significative. Nous, c'est pas le cas. Nous, on peut pas. On n'a pas le banc, on n'a pas l'effectif pour. Il te manque tellement de joueurs et tellement de joueurs importants que ça devient très compliqué de mettre en place le projet de jeu. On en a parlé déjà dans cette émission, je pense, mais le milieu Caceres-Canvo, on le sait que ça va pas être le Brésil. On sait que ça va être compact, que ça va essayer de bien défendre. Je dis bien essayer parce qu'on prend 2 buts quand même. Donc voilà, mais on sait que offensivement, c'est pas par eux que ça passera. Et ou à de très rares exceptions, et on l'a vu.
C'est un milieu qui est à plat, où ça joue pas beaucoup vers l'avant. Et c'est le cas à chaque fois qu'on a ce milieu, et ce sera le cas à chaque fois qu'on aura ce milieu. Il manque typiquement un Vincent Siro pour tenter des passes vers l'avant. C'est pas ce profil-là qu'on a avec Aceres Canvo, et on le sait au coup d'envoi. Donc je trouve ça un peu étrange de s'en étonner, parce que on le savait tous. Là en plus tu vas jouer au Auxerre à l'extérieur, tu le sais qu'on va pas proposer un football champagne, et que on va tabler sur les contres et essayer d'aller vite devant en sautant le milieu de terrain. On a passé quand même d'aller vite devant. Quelques chandelles. Quelquefois. Des réactions maintenant. Ouais, pas mal de réactions. Foumo qui souligne que l'absent clé pour lui c'est Sidibé, et il retient le positif des Pichounes. Pour Pichou, encore un match de gentils garçons qui respectent trop bien leur placement sur le terrain sur un rythme de sénateur. Romain sur Facebook, je suis content du point du nul, mais quelle ennui sur ta première mi-temps. Bravo Pichoun pour son premier but, j'espère plus le voir. Jeff Aka, ce que je retiens, c'est vraiment le manque de talent de cette équipe. Lucas qui parle encore de la question des Pichounes. Est-ce qu'il ne faut pas faire jouer plus de Pichounes? Ils ont l'air d'avoir plus la dalle. Quand on voit Siro, Magri à Bouklal. Je peux. La Pichounis? Ouais. Vas-y. Franchement, s'il vous plaît, arrêtez. Dans ce cas-là, parce que j'ai vu des gens qui sur l'envie limite parlaient vraiment. Ouais, ok, l'envie, mais les mecs, ils sont en train de s'installer, ils arrivent. Attention avec les Pichounes, c'est très bien. Kenjuma Mark, c'est très bien. S'il n'a pas joué depuis, c'est qu'il n'avait pas encore le niveau. Il l'a expliqué dès à son conférence. Il a pris un peu plus en masse musculaire. Il était très jeune. Attention, sinon on n'a qu'à envoyer nos U19. J'ai vu des gens qui disaient on est premier en U19, mettons les U19. On va envoyer la N3. La N3, ils sont que 3e. C'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Il y a des jeunes qui sont en train de rentrer. On a construit notre effectif. Moi personnellement je trouve qu'il en manque, mais en faisant confiance à ces jeunes-là, puisque dans la construction de notre effectif restreint, il y a ces contrats pro des jeunes, donc ça veut dire qui sont là. On voit Messali qui est passé devant Kamenzi, on en parlera peut-être un petit peu après. Njouma qui est rentré, Canvo qui est de plus en plus titulaire. Mais attention avec ces jeunes, attention, on a un truc de faut les faire jouer, c'est les meilleurs du monde. Tranquille. Franchement tranquille. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste attention, faut relâcher. Moi quand même j'aimerais bien voir à la pointe en attaque King Negrin. Mais Neg, il en a eu 19. C'est une blague. Ah ouais, insulte pas, il a 17 piges. Non, mais il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens qui le pensent. Sur le ton de la blague, oui, effectivement, on a quand même une partie des supporters qui réclament du 17, du 18. Il faut qu'ils se rendent aussi compte du creux, du différentiel qu'il y a entre la Ligue 1 et ces championnats-là. Bien sûr qu'on aimerait les voir parce qu'on voit leur performance, ils plantent but sur but avec la réserve ou dans les divisions inférieures. Et avec la Ligue 1, avec les Golgoth qui en défense, c'est heureusement compliqué. Surtout si c'était des cracks prêts à jouer en Ligue 1. Ils joueraient déjà. Voilà, ce que tu veux dire. Et heureusement qu'ils ont envie. Heureusement qu'ils ont envie quand ils rentrent. Enfin, je sais pas si à 19 ans tu me donnes mes premières minutes pro, je vais pas faire genre le sénateur, j'ai tout donné. C'est des gars formés au club, ça fait des années qu'ils sont là, c'est le rêve d'une vie, donc forcément. Bien sûr, c'est très bien. Mais comme vous l'avez dit, si ce serait des cracks, ils joueraient. D'autres réactions, alors un peu virulente. Fred Toloda 31 qui nous dit, on peut le dire, c'est un match de merde de la part de deux équipes, même si on a vu 4 buts. Romain qui alerte aussi sur ce qu'on dit tout à l'heure. Attention, sur la fin de saison, on n'est qu'à février, il reste beaucoup de matchs, le TFC n'est pas sauvé. De Pichou qui souligne que c'était une jolie pub pour la Ligue 1, Dazn a dû être très content. Tu m'étonnes qu'il paye pas. Et Fred qui revient aussi sur l'époque où les joueurs reprennent l'initiative, c'est fini, respect des consignes, respect des schémas, c'est le foot moderne, et Guillaume pour appuyer les mêmes schémas de jeu depuis près d'un an avec des joueurs limités et non réguliers. La saison est terminée, mon cher Oxens, pour toi, parce qu'il y en a qui sont un petit peu alarmistes aussi, qui veulent regarder derrière et pas forcément devant. Et toi, tu penses carrément que c'est terminé, que ce sera le bon ventre mou, quoi. Pour moi, c'est la question qu'on peut légitimement se poser, parce que là, malheureusement, la coupe, c'est fini, on ne pourra plus la jouer. La coupe de la Ligue, ça risque d'être un peu juste pour la reprendre cette année. Donc là, il ne nous reste plus que la Ligue 1. Avec un calendrier qui s'annonce quand même chargé parce qu'on prend Monaco, on prend Paris, on prend que les équipes de Ligue 1. Équipes. Alors on a quand même un petit creux où on prend Le Havre et Angers juste après Paris. À l'extérieur. Ton maintien, tu l'as là. Oui, et puis eux jouent leur peau surtout. Oui, voilà. Mais alors justement, ça va être qui va avoir le plus envie, quoi. Parce que si on regarde les dernières sorties qu'on fait et qu'on voit le peu d'envie qu'on met. Je suis pas sûr que ce soit une club qui a vraiment envie de se sortir. Est-ce qu'on a les capacités de faire mieux, en fait? Oui, voilà. Elle est peut-être là la question. Est-ce qu'on a les capacités vraiment de faire mieux? Mais après, je pense que, Auxerre, c'est déjà notre championnat à nous. Encore une fois, pour refaire le truc de hiérarchie, c'est le ventre mou. Tu joues le haut du ventre mou avec Auxerre. Le Havre, Angers, pour moi, c'est bas ventre mou, voire maintien, quoi. Donc, c'est pas la même catégorie d'équipe. Tu as 3 victoires de te maintenir pour moi. Enfin, les 3 et demi, les 4. Ouais, mais on parlait d'Europe il y a la semaine dernière, les gars. Là, on parle de maintien. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des capacités,
est-ce qu'il y en a aussi qui sont capables de se surpasser ? Ouais. Ça, c'est la question quand même, parce qu'on est bien conscient qu'il y a des joueurs qui ont des limites, mais est-ce qu'il y en a qui sont capables de vraiment se surpasser, faire le dépassement de fonction à l'heure actuelle, j'ai pas trop l'impression. C'est là que pour moi la place du coach va être importante pour leur vendre entre guillemets le projet de on va quand même essayer d'en tirer un petit quelque chose de cette saison. Il fait ce qu'il peut, hein, le pauvre. Hein. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui lui chient la gueule et qui veut qu'il démissionne, etc. Mais moi, j'aimerais bien les voir, tous les gens à sa place. Il fait ce qu'il peut avec les mecs qui sont en forme du moment aussi. Enfin, c'est pas. On lui file un effectif réduit à la moitié des joueurs qui se blessent. Au bout d'un moment, tu peux pas faire de miracle. Ouais. Il y a Oxens qui voudrait l'insulter là, excuse-moi. Non, j'aimerais faire mon mea culpa. Clippez ça. Attends, je filme avec mon téléphone. non, mais bon, vous savez ce que je pense de Carles Martinez depuis sa nomination. On connaît ton racisme anti-espagnol depuis des années. Vas-y. Alors, ça va, là, Pascal Pro va se calmer. Et moi, je suis pro. J'ai été très critique envers lui depuis quasiment sa nomination, mais là, c'est vrai que je suis à un stade où, franchement, bon, il y en a qui réclament, son licenciement. Non. Franchement, si on le vire demain, qu'est-ce que ça va changer de plus, quoi ? Ça va pas changer les joueurs comme Babika, comme Galtier, comme Agdag, qui pour moi n'ont pas le niveau Ligue 1. Franchement, il fait. Babika qui a pas été mauvais sur le match. Alors, c'est dur à dire. Alors, il fait la passe. D'accord, on y reviendra après, mais c'est compliqué. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il fait avec l'effectif qu'il a. Il a des joueurs qui sont quand même très limités. Franchement, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est effectivement de rester sur le même carcan tactique, le même schéma. Mais après, franchement. Dur de faire autre chose après avec ce qu'il a aussi. C'est ça le truc. On aurait peut-être pu profiter du fait justement profiter entre guillemets, mais du fait d'avoir autant d'absents dans ton schéma préférentiel pour peut-être tenter autre chose. Je dis pas que c'était ça la solution, mais bon, des fois c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peut-être un petit peu dogmatique de toujours rester sur ce même système. C'est son système préférentiel, donc je comprends qu'il ne veuille pas en changer. Mais je me dis, quand tu as une cascade d'absents comme ça peut être une bonne idée de tenter autre chose aussi. Je sais pas. Rafik Messali qui est devant Kamenzi. Kamenzi, c'est un peu une énigme. On en a parlé un petit peu dans le commentaire du Danu. Il fait des bonnes prestations. Il est sélectionné avec la Norvège. Et puis, disparaît des radars. Et là, on a mis le Pichoun qui lui passe devant. Messali qui est pas un mauvais joueur. Attention, qui fait des bonnes prestations. Il est prêt, ça y est. Mais, oui, vas-y, Oxens, comment on explique ça ? Pour être honnête, je comprends pas. Je comprends pas ce qui justifie le fait que Messali soit passé devant Kamenzi. Moi, j'ai ma théorie. Vas-y. Je pense qu'on est dans la vibe du TEF qui ne communique pas sur les blessures et qui a un pépin physique. Parce que pour que du jour au lendemain il disparaisse, parce que tu lui as fait clairement confiance puisqu'il était même devant. Mais il rentre dans un groupe, il rentre en jeu. Hein. Oui, mais je pense qu'il est diminué. Genre, c'est limite, on est un peu court effectif, tu n'es pas opéré maintenant, mais il y a quelque chose qui ne permet pas de jouer 1h30. C'est vraiment ma théorie parce que j'en ai pas d'autre. Parce que quand il rentre, il est toujours correct. Il n'a jamais été mauvais sur une entrée. J'ai une théorie, c'est qu'il est trop offensif, trop fougueux, donc sur le bord. Non, je plaisante. En vrai, moi, ça me paraît être une option. C'était une. On sait que c'est pas défensivement, que c'est pas l'assurance tout risque, donc peut-être que Carles estime que Messali est plus sûr défensivement. Cette année, il avait quand même gagné en sérénité défensive. On savait que l'an dernier, il pouvait apporter un petit peu un grain de folie en fin de match. Peur de, ce match-là, peut-être peur de la Coupe de France, je pense, c'est à part. Je pense que Messali partait titulaire même si Kamenzi était à 100%. En championnat, c'est peut-être le côté, il avait peur de je sais plus quel joueur jouait sur le flanc gauche côté Osawa, mais on a vu beaucoup aux avant-postes, c'était Mensah. Ouais. Peut-être qu'il s'est dit de mettre un joueur un peu plus entre guillemets solide défensivement. Il doit lui ramener un peu plus de sérénité, de stabilité. Après, on n'est pas aux entraînements aussi pour voir. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tout simplement, c'est pas un joueur qui a pas la confiance du coach parce qu'il voit qu'il est pas forcément très investi ou qu'il fait pas de. Pourtant, il l'avait en début de saison. Il a même été. Je me rappelle, il chope sa première convocation. Franchement, je comprends pas trop parce que je vois très honnêtement, je vois pas ce que Messali a de plus que Kamenzi. D'ailleurs aussi pâtit du fait que Sidibé n'est plus là. On avait beaucoup insisté aussi en début de saison sur le fait que ça marchait bien, aussi parce qu'il y avait Sidibé derrière pour compenser. Peut-être que le fait qu'il soit plus là fait que aussi il perd un peu de crédit par rapport au coach. Là-dessus, je sais pas. D'ailleurs, derrière, en parlant de Pichoun, parce que c'est bien de souligner les bonnes prestats des Pichoun, et on va parler d'Enjouma juste après, mais quand vous Messali sur le corner, le but de Joubal,
fautif à 300%. T'as Bouklal quand même aussi. Pardon À Bouklal, il saute. Je te regarde le but. Hein. Messali, Kanvo, il n'y a aucune communication, ils sont pas dans le duel, ils sont défoncés. Tu vois l'image, t'as Bouklal avec Joubal qui est. Mais pour moi, il n'est pas pour Bouklal. Mais après c'est le marquage en zone. Moi, je suis contre le marquage en zone. Donc voilà, pour moi, tu dois prendre une indive et chacun sa responsabilité. Mais bon, c'est pas le foot moderne qui veut ça. Mais les deux sont fautifs, et sur le deuxième but, c'est Soiseau qui est en difficulté, on va dire. Et tout seul après, sur le duel. Il n'est pas abandonné par sa défense. Og, qu'est-ce qu'on en a pensé de qui est-il? Tu es mon œil de spécialiste. Non, J'adore dire ça. d'abord les autres, parce que toi tu vas être positif. Non, vas-y, Vincent, pardon. Mais pour une fois, oui, c'est vraiment. Alors, ça, vous savez que j'ai quand même bien chié à la gueule depuis des années. C'est vraiment pas le gardien que j'aime. Honnêtement, pour un type qui a pas joué depuis des mois, qui a pas joué depuis plus d'un an au TFC et qui vient là, alors que sincèrement, je pense qu'il s'est dit la lumière est allumée, je vais rentrer voir ce qui se passe. Mais franchement, non, agréablement surpris. Bon, il y en a qui se moquaient, sur le but, il a plongé, il encaisse. Mais il y en a un qui a dit au moins il plonge contrairement à Reste. Après, logiquement, quand t'es gardien, quand c'est qu'elle est dedans et que tu l'as pas, tu sais qu'elle est dedans et que tu l'as pas, donc ça sert à rien de plonger. Mais honnêtement, comment ? Sur le premier, il plonge pas, je crois. Sur la le corner, il plonge, ouais. Mais le deuxième, il a touché au bout des doigts. Il est lourd, sa mère. Le deuxième, moi, à partir du moment où il la touche, à partir du moment où il la touche, pour moi, c'est qu'il a fait le bon geste. C'est juste qu'il est, comme tu dis, c'est qu'il est lourd. Il y avait quelques kilos en moins. Il y a un peu plus de souplesse. Il a en fait, tout simplement. Donc, s'il est sûr de lui qu'il ne faut pas sortir, sort pas, sincèrement. Donc, pour moi, c'est bien joué, sauf qu'il n'est pas physique. Est-ce que tu peux te dire sereinement et à 100% Guillaume Rest aurait fait mieux ? Non. Non, mais il aurait peut-être eu plus de tonicité. Écoute, moi, il m'a semblé très lourd. Ouais, mais je suis quand même agréablement surpris. Je suis agréablement surpris par sa performance, parce que sincèrement, je m'attendais à rien. Pour moi, je m'attendais à qu'il soit fautif en fait sur des buts ou quoi, et je le trouvais quand même rassurant. Il fait 2-3 arrêts qu'il faut faire quand même, donc un ou deux arrêts. Je suis assez d'accord avec Vincent. Il y a un moment aussi où il fait une bonne sortie au pied pour compenser le coup franc. La combinaison du Brésil. Ouais, du Brésil. Ouais. Ça a été le seul qui a cadré un tir. Oui, c'est vrai. Les 0,03, c'est lui. Ambitieuse. Je sais pas, non, après vous vous rappelez quand même de son arrêt dégueulasse en deuxième mi-temps, là, quand il y a l'Auxerrois qui va passer à droite, comme dans du beurre au niveau de la défense, et qui je sais même pas si elle est cadrée, quoi. Il te fait un arrêt, je sais pas comment. Ça fait le taf. Hein. Pichou qui dit qu'il l'a trouvé un peu gros et moins vif. Enfin, moi je suis totalement d'accord avec ça. Il est un peu lourd, je suis désolé. Bien sûr, oui, totalement. Mais je vois quand il saute, tu sens que c'est pas tonique. Après, quand je le vois, moi je sais pas, après c'est un côté un peu superstitieux, pour moi c'est un porte-bonheur. Je vois toujours la Coupe de France, parcours invaincu. On n'a toujours pas perdu avec Og. En même temps, pour le défendre, la saison se termine en décembre là-bas dans Scandinavie, donc forcément, tu fais quoi quand on rentre en fin de saison? Puis le pauvre, il a terminé sur 5 défaites, il a mangé, il a bouffé pour. Oui, il a bouffé. Au top vos flops pour les 2 dernières minutes, messieurs. Njouma, c'est sûr que sa rentrée fait plaisir, là, ce pitchoun qui rentre et qui marque et qui finit bien, même si Magri aurait pu peut-être la prendre avec un peu plus de tonicité aussi, mais bon, c'est bien, on peut le mettre dans les tops, Njouma, non? Bah oui, d'encouragement déjà. Oui, c'est ça, c'est un top d'encouragement. Ouais. Et moi j'ai un top de continuité, moi j'invente des tops, je suis comme ça. Okay. Parce que je vois pas d'autres tops à dégager dans ce match, puisque il n'y en a aucun qui s'est démarqué, quoi. Mais Caceres qui continue sur sa lignée, donc c'est-à-dire hyper solide, vrai patron du milieu aussi, un vrai régulateur aussi de cette équipe. Donc voilà, Caceres. Pardon, je vois qu'il y a un commentaire. Pichou, il dégaine. On dirait Mathilde en fait. Ouais. Niveau violence. Il a dit pour Nathan, Og il peut sauter, donc pour lui c'est un très bon point positif. Voilà. Et ça l'embrasse, Pichou. C'est magnifique. Au top, Caceres, d'accord. Et Njouma, et un autre peut-être à dégager. Moi j'ai mis les Indians, franchement, pour l'ambiance. Ouais, pour les on ne vous lâchera jamais, et vous. Très belle banderole, bravo. On a Romain qui rajoute Cresswell dans les tops aussi. J'allais dire, j'ai rajouté Cresswell aussi quand même. Parce qu'il met son but, il fait son match encore régulier. Les flops? Le kiné. Ouais, les blessures, je suis d'accord. Après, c'est dur de mettre en flop des joueurs qui sont pas à l'état physique, en fait. Je suis d'accord, quoi. L'entrée de Magri qui est pas ouf. Oui. Parce que est-ce qu'on est surpris? Ouais, Magri, quoi. C'est triste, hein. Vraiment, c'est triste. Hein. Ouais, là, c'est. Ouais. Moi, j'aurais bien rajouté aussi, pour une fois, Donum, que j'ai trouvé un peu à la rue à chaque duel pour une fois, et vu que. Un peu mou aussi. Ça a le mérite d'être dit, donc bon.
ça aurait mérité, c'est un peu de folie d'un joueur, tu vois. Et Donum, non, mais pas folie, mais c'est surtout que sur le. Non, mais, il y a beaucoup de duels et tout où tu sens qu'il avait ce petit temps de retard à chaque fois où il était en train de le tenir, où il regardait trop le ballon parce que effectivement peut-être qu'il y a aussi un manque de fraîcheur physique, mais pour une fois il m'a semblé pas aussi combatif, pas aussi pugnace que d'habitude. Soiseau nous dit sur Roman Jam sur Facebook, merci. Rien que pour le fait qu'on marque jamais sur corner, je peux jamais le mettre. Pour ça, il faut sur le deuxième aussi. Fautif, c'est un grand mot quand même sur le deuxième. Il se fait bouger, mais bon. Il s'est défoncé. Il est tout seul. Si, il est fautif. Je te jure, il est fautif. Enfin bon, après, c'est pas grave. Après, 10 secondes. circonstance atténuante, il est pas à son poste. Messieurs, dames, on va vous remercier de nous avoir suivis pour les 7 dernières secondes. Merci Nadia, Vincent, Auxence, Clément, Nathan. Tous ceux et celles qui nous suivent, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, qu'on aille passer la barre des 1000 abonnés. Faites tourner le message. On se retrouve vendredi pour la présentation de Toulouse-Paris Saint-Germain. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Sois fautif.